Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On est normalement en direct, donc si tout fonctionne bien, ça a l'air de fonctionner. Bonsoir, donc on va laisser un petit peu de temps, le temps que tout le monde puisse se connecter à notre petit événement. On reprend cette série des webinaires, donc ces webconférences pour vous présenter des destinations avec nos invités qui sont des guides, des intervenants ou des spécialistes des régions. Aujourd'hui, la thématique qu'on va aborder, ça va être une deuxième fois le Grand Nord canadien, mais cette fois-ci sur une autre partie qui correspond à nos voyages de cette année en 2023, donc qui est sur la partie du Nunavut qui va jusqu'au Labrador et Terre-Neuve. Pour en parler, donc aujourd'hui, on a trois personnes qui connaissent bien ces régions. On a Christian Kempf, que je ne présente plus, mais qu'on va quand même expliquer un petit peu. Donc, le fondateur de Grands Espaces, qui explore ces régions polaires depuis plus de 50 ans, fondateur donc, de Grands Espaces il y a 25 ans cette année, qui est un scientifique et qui est aussi explorateur et fort connaisseur de ces régions polaires, qui a écrit beaucoup de bouquins et de livres donc, sur ces régions polaires, aussi bien sur l'ours, sur la faune, sur la glace. Et donc aujourd'hui, il est là pour nous parler un petit peu de cette région. On est aussi accompagné aujourd'hui de Simon Gignac, qui, vous l'entendrez à son accent, est né au Québec, qui a fait des études donc, de géographe et de cartographe, qui lui ont notamment permis de travailler dans l'Ouest canadien. Il accompagne depuis de nombreuses années nos voyages, notamment en Alaska et au Canada. C'est vraiment un spécialiste polaire, un spécialiste de ces régions. Enfin, vous avez aussi Alain Desbrosses ce soir qui nous accompagne, qui fait partie de nos guides historiques. Donc, si vous avez déjà voyagé avec Grands Espaces, vous l'avez peut-être déjà croisé aussi à bord de nos bateaux, qui lui aussi géographe de formation, naturaliste de passion. Il dirige son propre bureau d'études en environnement en Bourgogne et il a passé notamment 7 ans comme biologiste des populations d'oiseaux à Saint-Pierre et Miquelon. Donc, il connaît très très bien cette région. Il pourra nous partager son expérience de ces régions. Pour le déroulement de ce nouveau webinaire, de cette webconférence, vous avez à droite de votre écran le petit chat, dont certains d'entre vous ont l'habitude déjà d'utiliser. N'hésitez pas à vous en servir pour poser vos questions. J'essaierai d'y répondre un petit peu au fur et à mesure. Et pour les questions un petit peu plus spécifiques ou un peu plus pointues, en tout cas, on y répondra à la fin, c'est-à-dire que je vais les retenir, les garder de côté, et puis on les fera remonter donc à nos intervenants de ce soir pour pouvoir y répondre au fur et à mesure. Donc, je vous souhaite une excellente conférence, un excellent webinaire avec nous, et je vais laisser la parole à Christian Kempf. Merci beaucoup Mathieu, et mesdames et messieurs, chers amis, grand bonjour, grand bonjour. Aujourd'hui, c'est avant tout Simon qui va nous présenter ce voyage qui part de son pays, qui va vers son pays, et les diverses escales vont être présentées par Simon, mais d'un autre côté, quel bonheur aussi d'entendre Alain, c'est grâce à lui que moi-même, j'ai pu aller à Saint-Pierre-et-Miquelon il y a maintenant assez longtemps et que j'ai découvert ce petit morceau de France du bout du monde. Je dis bien morceau de France parce que ce voyage que je vais avoir la joie, je vous le dis sincèrement, le bonheur de pouvoir diriger avec mes amis et d'autres, c'est avant tout un voyage qui nous amène dans des régions mais complètement différentes, que ce soit le sud du Nunavut avec la capitale, Iqaluit, où c'est le pays des Inuits, c'est le pays des grands toundras, c'est le pays des caribous, des bœufs musqués, des baleines, c'est le pays des ours. Et j'espère bien qu'on verra l'un ou l'autre ours, l'un ou l'autre morse. Mais ensuite, nous irons vers l'une des régions les moins connues, le Nunavik et surtout le Labrador. Le Labrador, c'est un Portugais. Les Portugais étaient avec d'autres des très grands navigateurs. Et le Portugais découvrant ces lieux l'appelait le Lavrador. Ce Labrador, donc, c'est une côte déchiquetée avec des parcs extraordinaires, comme le parc de Torngat, avec des lieux historiques, parce qu'au fur et à mesure qu'on va vers le sud, mais à la fois, les icebergs sont toujours là. Nous allons sur une des allées des icebergs, parce que les icebergs sont emmenés par le courant du Golfe dans la région d'Ilulissat, vont vers le nord de la terre de Baffin et sont repris par le courant froid de Baffin et du Labrador pour aller le long de cette côte et aller jusqu'à Terre-Neuve. Et puis certains vont même plus loin que Terre-Neuve, et alors là, ils créent des ennuis au Titanic.
C'est comme ça que ça s'est passé. Mais nous allons donc nous suivre cette route des icebergs. Et puis, depuis le Nunavut, donc, nous allons nous diriger vers le Labrador, avec cette côte déchiquetée. Et ensuite, au fur et à mesure, nous irons vers le sud, vers d'autres côtes déchiquetées, avec ce grand doigt qui remonte vers le nord, des Newfies, des Terre-Neuve, avec ce petit morceau de France qui se trouve au sud et que vous voyez sur la carte. Saint-Pierre et Miquelon, comme toute bonne chose française, est marqué en très grand, alors qu'il y a quelques habitants, peu d'habitants par rapport à Terre-Neuve. On va faire un voyage, chers amis, qui va être assez extraordinaire quand même, parce que figurez-vous qu'on va, entre Hippolyte et Saint-Pierre, il y a environ, il y a 2100. On va dire qu'il y a environ 2000 kilomètres. C'est-à-dire, c'est comme si en Europe, nous partions en bateau de Rome pour arriver à Oslo, en Norvège, en passant, ma foi, toute l'Europe et donc tous les paysages. Donc, ce voyage, pour moi, ce sont trois choses. D'abord, des régions très différentes, avec des paysages très différents. Ensuite, une histoire. L'histoire dans le Grand Nord, on essaie de la trouver. Hein. Avec les peuples inuits, elle est dense, elle est lourde. Avec l'exploration, elle est lourde. Mais là, l'histoire va nous sauter aux yeux. L'histoire, c'est l'histoire des grandes pêches. L'histoire, c'est l'histoire des baleiniers. L'histoire, c'est évidemment aussi celle des Inuits et de l'exploration, mais ici, l'histoire va être très, très présente, et cette histoire, d'ailleurs, continue de nos jours, puisque ce sont des terres, et ça, Simon aura l'occasion d'en parler, qui présentent un intérêt politique, géopolitique, économique majeur. Hein. Donc, le deuxième point, c'était un point d'histoire, et puis le troisième point, c'est enfin un point de nature. Alors, soyons clairs, nous sommes à l'automne. Il n'y aura plus beaucoup d'oiseaux, mais il y en a toujours. En revanche, ce sont des lieux où la nature est reine. Heureusement, il n'y a plus de maringouins, il n'y a plus de moustiques. Donc ça, c'est bien. Ou quasiment plus, hein, au mois de septembre. Donc ça, c'est bien. Mais la grande faune est présente. Grande faune de baleines, etc. Donc, d'une part, un voyage très varié, un voyage très lourd d'histoire, et un voyage où la faune sera présente. Un enfant ne peut que se réjouir. Mais c'est Simon qui va nous parler de ce voyage dans son pays, le Canada. Bonjour, bonjour. Je vais partager l'écran. Donne-moi un instant. Voilà. Donc, je me présente, Simon Gignac, cartographe de formation, et j'accompagne régulièrement des voyages chez Quantespace. Donc, je vais vous présenter le voyage, les points forts qu'on va réaliser, qu'on va pouvoir profiter durant ce séjour, qui est Qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup de ce voyage-là, c'est que c'est un endroit très peu exploré point de vue touristique. Donc, on va débuter immédiatement avec le circuit que vous trouvez, Christian l'a mentionné, on débute de Iqaluit, on descend au nord du Québec, on longe la côte du Labrador jusqu'à Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon. Et un des points forts de ce voyage-là, ici on voit une carte de la population inuit de l'Arctique. Et souvent, on dit que les Inuits parlent tous inuktitut. Ben, ici, c'est la carte des différentes langues inuites. Et nous allons être dans cette région-là. Donc, on va côtoyer trois régions où est-ce qu'ils ont des dialectes différents et où est-ce qu'ils ont des administrations politiques différentes aussi. Je vais en détailler un peu le long de la conférence. Et qu'est-ce qui est intéressant du côté du Labrador, c'est qu'eux sont pratiquement plus près du Groenland que du Nunavut, point de vue culturel. Fait qu'on va avoir la chance de côtoyer ces différents milieux-là inuits. La première journée, quand on arrive à Iqaluit, ici, on a une photo de la banlieue d'Iqaluit, Apex. Bon, quand on dit banlieue, on est à 1 km de marche de la ville principale. Et à cet endroit-là, bien sûr, il y a toujours eu, au début de 1900, il y a la compagnie de la baie du Son qui s'est installée là, bien sûr, pour la traite de la fourrure, entre autres. Et en 1943, quand l'armée américaine a installé un aéroport à Iqaluit, la compagnie de la baie du Son s'est installée aussi là. Et ici, on voit un poste de traite qu'on va pouvoir aller voir. Et il y a aussi des musées à Iqaluit. Je vous dis aussi, là, Iqaluit, là où il y a beaucoup de poissons, c'est ce que ça veut dire en français. Mais le terme Nunavut, qui est le territoire qui est indépendant depuis 1999, signifie notre terre. Vous allez voir que les différents titres des régions ont beaucoup de liens avec la terre.
Une population d'environ 40 000 personnes sur le territoire, à 85 Inuit. On part d'Inuit, on part, pardon, de Iqaluit et on prend la baie de Frobisher, nommée en l'honneur de Martin Frobisher, 1576, a découvert cette baie-là à la recherche, bien sûr, du passage du Nord-Ouest. Cette croisière vers l'est et vers le sud, bon, qui permet de découvrir des paysages incroyables, des icebergs, mais une chose qui est importante dans la période qu'on y va, donc à l'automne, il y a une nuit. Il va faire sombre le soir, donc il va être possible d'observer des aurores boréales, ce qui est totalement impossible durant la saison estivale, car c'est le jour continu. Et bien sûr, il y a la faune qui est présente. Ici, c'est une photo qui a été prise là, quelques années près de cet endroit-là, avec une colonie de morses importante, mais il y a aussi présence d'ours, de baleines et d'oiseaux. Donc, on va être avec nos jumelles à la recherche de ces différents animaux-là. La journée suivante, on change de région administrative. On n'est plus au Nunavut, mais bien au Nunavik, donc dans le nord du Québec. L'île, c'est l'île Apatok, qui signifie Marmette de Bruniche ou maintenant Guillemot de Bruniche. Cette île-là, elle appartient bien au Nunavut, mais elle est entourée de la baie du Nunavik, le nord du Québec. Le Nunavik a atteint son indépendance politique inuit très récemment, seulement en 2019, que c'est officiellement un gouvernement inuit qui gère cette région-là. On compte environ 13 000 individus, dont 12 000 Inuits. Il y a 14 villages sur le territoire et c'est tous des villages Inuits, sauf le village le plus au sud, que c'est les partagés entre les Inuits et les Cris, car on est très au sud de la région. C'est un territoire qui équivaut environ au territoire de l'Espagne et le Nunavik signifie l'endroit où vivre. Puis ici, l'île qu'on va côtoyer, qui est l'île Apatox, c'est des falaises de 150 à 200 mètres de haut, une véritable forteresse, avec un lieu archéologique de la civilisation d'Orsay, mais aussi présence de faune, dont observation possible d'ours, de morses et bien sûr colonies d'oiseaux importantes à cet endroit-là, dû au nom de l'île en soi. Se poursuit notre périple vers le sud. Là, on change encore de région administrative inuit. On arrive au Nunatsiavut, qui est la région du nord du Labrador, qui est gérée par les Inuits locales. Donc, le gouvernement régional a été créé en 1973. Ils ont eu une certaine indépendance très tôt par rapport au Nunavut et au Nunavik. La région compte 5 villes pour une population totale d'environ 2600 Inuits. Bien sûr, la capitale est la ville la plus nordique, environ à 200 km du parc national, qui s'appelle Nain, avec un peu plus de 1000 habitants. Le Nunavut signifie, encore beaucoup une signification relation à leur terre, notre belle terre. Et puis ici, sur le parc national, bien sûr qu'on va avoir des observations de faune. Avec un peu de chance, on va avoir aussi les caribous des bois. Donc, on s'en vient dans une région plus au sud, mais aussi avec présence d'ours polaires très probable. Et le mont Kovik est le sommet le plus élevé à l'est des Rocheuses canadiennes. Donc, il est frontalier entre le Québec et le Labrador. Bien sûr, à l'époque, cette région était côtoyée par les Inuits, qu'on peut appeler Inuits du Labrador, Labradormiut ou les Nunativiamiut. Mais aujourd'hui, plus personne habite le parc national. Ils habitent dans la ville de Nain, qui est la ville la plus proche. Et autre aspect très intéressant de cette région, c'est le parc national est co-géré entre Parc Canada et les Inuits. Et une caractéristique qui est bien pour nous, c'est que ce parc national-là a plusieurs fjords.
Il y a même le fjord Nalbak qui a plus de 40 km de long. Et avec le navire, il sera possible de pénétrer à l'intérieur de ces fjords et avoir une observation des plus probantes du site. La journée suivante est une journée de navigation. Et cette journée de navigation-là nous permet d'observer, être à la recherche, encore une fois, d'icebergs, parce que Christian l'a mentionné, nous sommes sur l'allée des icebergs, le Gulf Stream qui va chercher l'eau froide dans le nord et qui redescend le long de l'Amérique, amène ces géants des glaces avec nous, qui vont nous côtoyer. Et bien sûr, avec une population de baleines, d'orques et d'oiseaux qui nous poursuit et les aurores boréales qui sont toujours possibles tout le long de notre voyage. Puis, juste un petit mot au sujet du Labrador. Le Labrador, en réalité, à l'origine, était sur le territoire du Québec et Terre-Neuve réclamait avoir une partie terrestre continentale de son territoire. Donc, en 1927, c'est le conseil privé de Londres qui a décidé de partager selon la ligne des eaux le Labrador et le donner à Terre-Neuve. Petite anecdote, c'est que ce partage de territoire-là n'a jamais été officialisé par le gouvernement du Québec. Et encore aujourd'hui, sur les documents officiels, il y a une petite annotation disant que c'est limite non définitif. Mais bien sûr que dans les faits réels, ben, c'est une gestion terre-neuvienne. En prenant le chemin vers le sud, ça nous permet d'aller vers la réserve écologique des îles de l'île Gannett. Dans ces îles-là, bien sûr, il y a plusieurs oiseaux nicheurs qui seront présents. Donc, le petit pingouin qu'on voit à droite, le macareux, fou de bassin, etc. Je fais une petite note au petit pingouin parce qu'il est vraiment dans la même famille que le grand pingouin. Je vous parle d'un oiseau qu'aujourd'hui, il n'existe plus. Le grand pingouin était un oiseau qui avait pratiquement 80 cm de haut et il y avait plusieurs millions d'individus sur le territoire. Par contre, le dernier individu recensé, c'est en 1884. Pourquoi il y a eu l'extinction? Ben, c'est principalement par la cause humaine, parce qu'à l'époque, quand les pêcheurs traversaient l'océan pour venir pêcher dans les eaux arctiques du Labrador, ben, souvent ils étaient à la recherche de viande fraîche. Et le grand pingouin était idéal pour ça, car il était un excellent nageur, mais un piètre marcheur sur terre. Et dû à sa grosseur de peau et sa petitesse de ses ailes, il était impossible de voler. Donc, l'humain a grandement participé à sa disparition. Mais aujourd'hui, il reste dans la même famille, le petit pingouin, qu'on aura sûrement la chance d'observer. Puis, dans le même secteur, il y a aussi l'île Great Caribou. Cette île-là, il y a un village qui a été fondé par John Slade en 1770. Et c'est un village de port pour les Britanniques, entre autres, où est-ce que les gens, il y a des stations de salaison de morue et il y a tout ce qu'il fallait, une église, un poste de police, etc., qui a été installé là en 1770. Et ce village est en fonction jusqu'en 1960. Et c'était pratiquement la métropole de la côte est du Labrador. La visite de ce village-là devrait être possible. Et aujourd'hui, c'est rendu un parc national, un joyau de la côte est du Labrador, car elle signifie beaucoup pour l'activité économique qui a eu lieu dans les dernières trentaines d'années, dans les derniers siècles. Et nous continuons au périple à la toute extrémité du Labrador, à la limite de Terre-Neuve, à la pointe nord de Terre-Neuve. À cet endroit-là, il y a 3 sites d'intérêt que nous allons visiter. Je fais ça très rapidement parce que Christian va pouvoir détailler un peu plus ces sites-là. Mais dans ces sites, il y a bien sûr le phare Baie-Amour. C'est, des phares, il y en a partout, mais c'est le 2e plus haut phare au Canada avec une hauteur de 33 mètres et sa construction a été de 1854 à 1858. Il y a aussi pardon, je vais accrocher. Il y a un lieu de l'UNESCO à Red Bay, qui est le site baleinier basque, où est-ce qu'il y a une épave de galion
date d'environ 1550-1600, avec un musée à cet endroit-là. Et il y a aussi, pas très loin, à Ans-au-Meadow, des vestiges vikings qui datent d'environ l'an 1000, et c'est un parc aménagé par Parc Canada. Donc, très bien aménagé, très bien interprété pour comprendre la présence des vikings, bien sûr dans le sud du Labrador, mais sur Terre-Neuve aussi. Des vikings qui étaient là bien avant nous, avant les colons européens. Nous poursuivons le voyage en longeant les côtes du Terre-Neuve. Les côtes de Terre-Neuve, il y a de nombreux fjords à ces endroits-là, avec des observations de faune marine, entre autres, avec les baleines qui sont toujours présents. On s'entend qu'à Terre-Neuve, les mammifères polaires sont moins présents. Et le Terre-Neuve, juste un petit mémo, c'est la dernière province qui a entré dans la Confédération canadienne. Effectivement, c'est seulement en 1949 qu'elle a rentré officiellement dans la Confédération, et il y a environ 500 000 habitants sur le Terre-Neuve et Labrador, les deux ensemble. Et la côte est de Terre-Neuve, c'est le Iceberg Alley, et la côte ouest, il y a des fjords des deux côtés. Donc, navigation Terre-Neuve, ce qui nous amène à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est une partie de chez vous. Hein, c'est la France qui est là. Ça appartient à la France avec des droits de pêche et des droits totaux sur leur territoire. Et il y a les Langlades et ces grandes plaines qu'il y a aussi sur l'archipel. Ça, je vais laisser Alain discuter un peu plus longuement sur ce territoire, ayant habité plusieurs années à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et la dernière ville, et non la moins, Saint John's ou Saint-Jean-de-Terre-Neuve, qui est la capitale de la province. Comme vous voyez, là, c'est un port naturel, en guillemets, qui est dans une baie qui est protégée. C'était un lieu qui a été fréquenté assez tôt. Et il va y avoir la visite de la ville à Saint-Jean. Et près de la moitié de la population de la province habite à cet endroit-là. Et c'est l'origine, elle est aussi des Portugais qui venaient là, qui venaient s'installer pour la pêche à l'époque. Bien sûr, tout ça à bord de l'Ocean Nova, qui est un bateau polaire très bien adapté pour ce type de voyage. Donc, je vais laisser la parole à Christian, qui va vous détailler un peu plus les Vikings qui étaient présents dans cette région. D'abord, merci Simon pour cette vue générale qui effectivement mêle les paysages à l'histoire et à la faune. Pour ma part, je voudrais juste intervenir un petit peu sur les Vikings et sur l'Ans-au-Meadow. Ans-au-Meadow, qui a déjà un nom un peu bizarre, Ans-au-Meadows, c'est-à-dire au pré. En fait, c'est l'anse de Médée. Hein. C'est un bateau probablement qui un jour s'est échoué là, et la ville toute proche d'ailleurs s'appelle Médée. Donc, nous avons l'occasion, au gré des journées de navigation, dès qu'on peut sortir, on sort. Hein. Mais lors des journées de navigation, ou lors des moments de navigation, on parlera aussi bien des civilisations inuites, on parlera du Nord canadien, de ses aspects politiques, géopolitiques, je l'ai déjà dit. On parlera de la France, évidemment, Saint-Pierre-et-Miquelon, de ce département, de ce bout de France. Et on parlera des baleiniers, des pêcheurs, mais évidemment aussi des Vikings. Les Vikings, ça a été autour de l'an 1000, cette sorte, comme Royer, qui était le grand connaisseur des Vikings, dit c'est souvent un éclair venu du Nord. Venant de Scandinavie, voilà un peuple qui a, je dirais, conquis une partie du monde. D'abord, alors pourquoi ? Parce qu'ils avaient les bonnes armes, hein. Les épées bien forgées, l'acier bien fait, et vous savez combien, quand on se bat, quels que soient les siècles, les armes et la supériorité armes est importante. Ensuite, l'organisation sociale voulait que, c'est horrible de parler ainsi de nos jours, mais que la femme s'achetât, et que la brudekaup d'ailleurs, la femme s'appelait la femme qu'on achète, hein, et que ainsi les Vikings avaient une belle progéniture, et quand il y avait une grosse bêtise qui était faite, comme un crime par exemple, on n'était pas condamné à mort, on était condamné à l'exil, et on partait. Et enfin,
Il faut dire aussi qu'avant 1450, l'Europe, au sens large du terme, la Scandinavie en particulier, a connu une petite période un petit peu plus chaude, 1 degré plus chaud, qui a permis à la fois à la faune, mais surtout aux cultures aussi, d'être véritablement abondantes. Donc, ces Vikings avaient, je dirais, tout pour aller d'une part vers le sud. Alors, on les connaît, nous autres. Hein. On connaît bien les Burgondes, qui viennent de Suède et qui ont fondé la Bourgogne. Hein. On connaît bien les Normands qui se sont installés en Normandie, le roi de France disant installez-vous, vous empêcherez les sièges de Paris. Hein. On connaît ces Vikings qui sont allés piller l'abbaye de Lindisfarne en Angleterre. C'était le début de cette ère terrible des Vikings. On connaît moins les Vikings qui sont allés vers l'est, les Varecs suédois qui sont allés par les marais. Il faut savoir qu'entre la Baltique et la mer Noire, on peut y aller en canot au travers des grands marécages, tristes marécages en ce moment car ils sont au nord de la frontière ukrainienne en Biélorussie et on parle plutôt passage de chars potentiel que de passage de canoë tranquille des Vikings. Mais ces Vikings sont allés loin. Ils ont fondé la nouvelle forteresse, la nouvelle ville, Novgorod. C'est eux qui ont christianisé et contribué à la fondation de Kiev, de la capitale de l'Ukraine. Bref, ces Vikings de l'Est. Mais ce qui va nous intéresser, ce sont les Vikings norvégiens qui sont partis sur l'Ouest. Grands navigateurs, très grands navigateurs, allant jusqu'à la lisière de la banquise et allant évidemment en Islande. 870-872, les voilà en Islande, et ils formeront là une sorte d'oligarchie, on ne peut pas dire de démocratie. Hein. C'était les chefs qui se retrouvaient, les chefs de clans, les chefs de famille, une cinquantaine, et qui se retrouvaient dans un endroit qu'on appelle l'Althing, que vous êtes des grands voyageurs, vous le savez, il se situe entre le site de Lésure et puis Reykjavik, et c'est là que les familles se réunissaient pour faire la loi. Et cette loi, il a fallu la faire un jour, en 885, quand Éric le Rouge s'en était pris à son frère, à d'autres, etc. Et il a été condamné à l'exil. Il partira ensuite, pas imbécile complètement, vers un lieu où on lui avait dit qu'il y avait des terres. Un certain Gunborn, un pêcheur, lui a dit qu'il y avait des terres. Et il se retrouvera sur la côte est du Groenland. Il arrivera vers le sud du Groenland et les Vikings s'implanteront en 2 endroits du Groenland, au sud et d'autre part dans la région de la capitale, au sud-ouest, dans la région de Nuuk. Eric aura ce mot extraordinaire, on ne sait pas si c'est le plus grand coup de marketing de l'histoire du début du Moyen-Âge ou non, mais il appellera cette terre de glace qui est couverte à 80% quasiment de glaciers, de glace, d'une grande calotte, il l'appellera la terre verte. Ou si effectivement, parce qu'au sud du Groenland, il y a des arbres qui ont parfois 7-8 mètres de hauteur, il y a 2 petites forêts au Groenland, c'est tout. Hein. Mais il appelait ça le Groenland et le voilà reparti ensuite, quelques années plus tard, avec 25 bateaux et pour fonder ces 2 agglomérations, je dirais, agglomération c'est beaucoup dire, ces 2 implantations au Groenland. Mais depuis le Groenland, il y aura toute une vie. Et le fils de Éric le Rouge, Leif Erikson, lui, ira vers l'ouest. Et c'est vers l'an 1000. Alors, aux datations Carmen 14, on pense que c'est plutôt 991 à 995, mais on va retenir à l'an 1000 environ. Hein. C'est vers l'an 1000 qu'il ira d'abord vers le Helluland. Alors ça, c'est la terre des cailloux. Vers le Markland, ça c'est la terre des forêts. Et c'est probablement là qu'il est arrivé à Lansomédo et qu'il est arrivé vers Terre-Neuve et vers le Vinland. Alors, est-ce que le Vinland, c'est le Québec ou est-ce que c'est Lansomédo? On aura l'occasion d'en parler. Le Vinland, la terre du vin, la terre où on pouvait faire le vin. Cet alcool qui évidemment rendait ivre, mais qui permettait surtout de conserver la viande en hiver, comme le sel, c'était essentiel. Et cette terre où il y avait du vin, ça vient de la vigne. Il faut savoir que nous autres, Français, Européens, gens du monde, partout dans le monde, nous mettons la vigne dans une position extrêmement désagréable, là, qui n'est pas son milieu écologique au sens strict du terme. Le milieu écologique de la vigne, ce sont les endroits chauds et humides, comme autrefois la vallée du Rhône et la vallée du Rhin, elle a été exterminée maintenant. Mais on trouve la vigne maintenant, on la met dans des endroits où elle est limite
on y fait très attention. Mon Dieu, on la coupe, on la soigne, on la taille, etc. pour qu'elle ait la réaction naturelle de produire le plus de fruits possible. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait du vin. Mais naturellement, la vigne est dans des endroits tempérés, dans des vallées de fleuves ou dans des grandes vallées. Donc le Vinland. Et c'est 450 ans avant Christophe Colomb que les Vikings ont découvert en fait l'Amérique, les premiers Européens. C'était pas Christophe Colomb avec son grand bateau et ses grands galions, non, c'était les Vikings avec leur Langskip, je ne dis pas les dracars, leur grand bateau. Et donc le cœur de tout cela, vous voyez, entre l'Europe et l'Amérique est résumé de manière magnifique. Vous allez vous en rendre compte à l'Anse de Médée ou l'Anse au Meadow que nous allons visiter, qui est très bien mis en valeur par Canada. On aura une grande ferme viking. Hein. Alors, il n'y aura pas, comme allait au temps des Vikings, le grand patriarche avec toutes ses femmes, et puis avec les moutons, les chèvres, et puis et avec les vaches. Hein. Mais on verra quand même, et on verra les palissades qui protégeaient les Vikings des animaux sauvages, comme on disait autrefois, mais toujours proche de la mer. C'est un peuple de navigateurs. L'une de leurs armes, je dirais, l'un de leurs moyens de transport, l'un de leurs chars de combat, puisqu'on parle beaucoup en ce moment de cette guerre terrible, c'était leur bateau qui était excellent grâce à la fabrication en clin pour affronter les hautes mers au large, mais d'un autre côté qui avait très peu de tirant d'eau, et donc il n'y avait pas de rupture de charge entre la mer et puis les fleuves. Et c'est comme ça qu'ils ont remonté la Seine, qu'ils ont remonté le Rhin, qu'ils ont remonté la Seine, puis Lyon, pour aller en Bourgogne, par exemple. Donc ces Vikings, on va en parler. On va en parler, mais on aura bien des conférences. Et alors évidemment, il y a l'Anse au Meadow, hein, mais il y aura d'autres endroits, hein, vous verrez. Mais on va beaucoup parler pêcheurs, évidemment, grande pêche. On va beaucoup parler baleiniers. Le baleinier basque était très, très présent. Les pêcheurs aussi étaient très, très présents, les Français. Mais tout ça, ça nous amène à ce petit bout de France que la France a réussi à garder dans cette Amérique que Napoléon, à l'époque, hein, a un peu bradée. Et c'est Alain, donc, qui va nous parler de Saint-Pierre et Miquelon et de ces grands bancs de Terre-Neuve. Oui, bonjour à tous. Donc Alain Desbrosses hein, qui participerait également à ce voyage pour l'encadrer et pour vous parler donc de Terre-Neuve et de Saint-Pierre-Miquelon. Saint-Pierre-Miquelon, moi j'ai découvert cet archipel en 1983. Je m'y suis suffisamment plu pour y rester jusqu'en 1990, donc l'équivalent d'un septennat, on va dire. J'y suis allé à l'origine hein, comme volontaire à l'aide de techniques. Donc c'est l'équivalent de la coopération dans les territoires français d'outre-mer. Donc là-bas, j'avais pour mission de faire des comptages d'oiseaux marins et puis de travailler sur un projet de réserve naturelle au Grand Barachois, qui est une lagune au sud de l'île de Miquelon. Alors un petit rappel global, Mathieu nous a mis la carte de positionnement là, de l'archipel sur la côte sud de Terre-Neuve. Donc c'est un archipel microscopique par rapport à la grande île de Terre-Neuve. Hein. Terre-Neuve c'est 115 000 km², c'est un cinquième de la France, c'est 5 000 km de côte, très peu peuplé, hein, 500 000 habitants. Et Saint-Pierre-Miquelon, cette crotte de mouche sur la côte sud, le dernier territoire français depuis le traité d'Utrecht qui a attribué Terre-Neuve aux Anglais en 1713. Donc Saint-Pierre-et-Miquelon sur la côte sud, hein, ce qu'on appelait le French Shore, hein, qui était un lieu qui était disputé entre les Français et les Anglais pour la pêche, hein, puisqu'à une époque on pêchait pas en mer directement, mais on ramenait le poisson sur la côte pour le faire sécher, saler sur des graves. Des graves, c'est les bancs de galets sur la côte. Donc il ne nous est plus resté depuis 1816 que Saint-Pierre-Miquelon, qui est donc alors en latitude, en climat, c'est la moyenne annuelle de l'Islande, 5 degrés 5. Il fait encore plus froid un petit peu sur Terre-Neuve, puis c'est un petit peu plus continental, avec 4 degrés 7 à Terre-Neuve en moyenne de température annuelle. La Bourgogne, par comparaison, c'est 11 degrés 5.
Et tout ça, ça se trouve Saint-Pierre-Miquelon à la latitude de Nevers en Bourgogne et puis Nantes sur la côte atlantique. Donc ça vous donne un petit peu l'idée de l'influence de ce fameux courant du Labrador qui fait descendre les icebergs jusqu'à la latitude où il a embouti un certain bateau bien connu qui s'appelle le Titanic. Donc à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'origine, donc on y est allé pour faire la pêche à la morue. Hein, c'est des gens qui étaient principalement des Bretons, des Basques et des Normands. C'est les trois provinces françaises qui ont donné l'origine du peuplement, qui est à l'heure actuelle de 6600 habitants. Plus précisément, les gens de Miquelon, en fait, ont fait une escale par l'Acadie. Et ils ont été déportés par les Anglais pour se retrouver logés dans le village de Miquelon. Donc les Miquelonnais sont des Acadiens au départ, mais leurs ancêtres restent des Basques, des Bretons et des Normands. Donc ce qui est ce qui m'a étonné à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est l'accent des gens, qui est pas celui du tout de Simon Gignac que vous venez d'entendre. C'est un mélange d'accents de Bretons, de Normands, que vous découvrirez avec une différence bien entendu entre les Miquelonnais et les Saint-Pierrais. Chaque village a ses particularités. Donc le petit village, c'est Miquelon avec 600 habitants installés sur un isthme de galets à l'origine pour le séchage de la morue. Et puis Saint-Pierre, hein, donc c'est la petite ville de 6000 habitants sur la côte sud de l'île de Saint-Pierre, hein, qui fait une vingtaine de kilomètres carrés, qui est la plus petite île de l'archipel. Donc c'est une zone, hein, comme je vous l'ai dit, au climat assez rude. Hein, c'est un jour sur trois de brume en moyenne. À cette époque de l'année, c'est 3 jours sur 3 pendant 3 semaines. Bon, heureusement, septembre, c'est la belle saison. Hein, c'est des météos très semblables aux nôtres, avec des belles journées, des ambiances de soleil, de broussailles qui sont en train de prendre les couleurs d'automne. La végétation, c'est beaucoup comme à l'intérieur de Terre-Neuve, hein, de la toundra à perte de vue, et puis également de la taïga, donc une végétation à majorité de conifères, qui peuplent tous les endroits un peu abrités dans les vallées. Hein. Donc c'est vraiment des paysages qu'on peut qualifier de subarctiques, avec une faune également qu'on va retrouver jusque dans le Grand Nord, avec des troupeaux de caribous, avec des lièvres arctiques qui sont natifs sur Terre-Neuve et qui ont été introduits pour le lièvre à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais qui s'est parfaitement acclimaté puisque le climat lui convient parfaitement. Voilà, la Terre-Neuve, c'est un autre environnement, c'est un environnement, comme vous l'a dit Simon, anglophone, avec des gens qui sont venus majoritairement d'Irlande, donc c'est des anciens Irlandais, donc là, au niveau religieux, c'est plutôt catholique. Et puis donc, c'était peuplé essentiellement sur tout le pourtour côtier, hein, ce qu'on appelle les baymen, les gens du fond des baies. Donc avec un anglais très très particulier, un anglais Newfie que les anglophones ont eux-mêmes beaucoup de mal à comprendre. Hein. C'est des anglais qui ne prononcent pas les H et puis qui ont tout un tas de vocabulaire particulier. C'est tout à fait original comme peuplement. Et puis à l'intérieur des terres, là, on est aujourd'hui là le 15 mai. Pendant 4 ans, dans le cadre de mes activités d'inventaire des oiseaux, j'avais des liens avec les gens du service canadien de la faune, hein, de Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Et pendant 4 ans, donc j'ai fait des comptages en hélicoptère à l'intérieur de Terre-Neuve et puis aussi du Labrador la dernière année. Donc j'ai une vision assez précise de tout l'intérieur des terres, donc qui est un espèce de dédale sans nom de lacs qui se jettent les uns dans les autres avec des tourbières, de la taïga à perte de vue, des troupeaux de caribous, des ours, de l'ours noir, des élans qui ont été introduits pour la chasse. Enfin, il y a toute une richesse de faune à l'intérieur des terres qui est le pendant de la richesse
sur les côtes, hein, qui sont très fréquentées par les baleines et puis par les oiseaux marins. Les oiseaux marins, c'est 11 millions de couples nicheurs d'oiseaux marins de 11 espèces différentes. Bon, là-dedans, il y a le pétrel cul blanc qui est gros comme un merle, le pétrel donc cul blanc, donc qui fait 5 millions de couples, donc 3 millions et demi sur une seule île à lui tout seul. Et puis il y a une petite colonie microscopique de 100 000 couples à Saint-Pierre-Miquelon sur le Grand Colombier. Donc voilà, en gros, si vous voulez, les grandes caractéristiques naturelles et humaines de ce territoire, qui est effectivement quelque chose de très peu fréquenté par les gens qui viennent de ce côté atlantique. Hein. Le tourisme à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est plus un tourisme des Canadiens francophones et anglophones surtout, qui vont se payer un petit bout de France facilement en Amérique du Nord, hein, le dernier territoire francophone et français en Amérique du Nord. Voilà, donc je m'arrêterai là parce que je pourrais vous en parler des heures, on vous en parlera plus en détail sur le bateau. Et voilà, donc on attend vos questions. Merci Alain pour ton intervention. Alors, on a reçu quelques questions pendant vos interventions. D'ailleurs, n'hésitez pas à continuer à en poser si vous souhaitez rebondir, etc., pour que justement nos intervenants puissent y répondre. On a eu une question qui était liée qui était par rapport aux langues inuites. Quelles étaient les langues que parlent les Inuits? Ah oui. Ouais. Je vais répondre à cette question-là. Ici, c'est la carte à droite qu'on voit des différents dialectes inuits. Les couleurs, c'est différentes régions administratives. Donc, en rouge, c'est l'Alaska. En violet foncé, c'est le territoire du Nord-Ouest. Le Nunavut en bleu, le Nunavik, le Nunavut et le Groenland. Et on voit les différents langages qui parlent. C'est des dialectes semblables. C'est tous la même base, si vous voulez. Fait que d'une région à l'autre, ils vont pouvoir se comprendre. Par contre, plus qu'on s'éloigne de région, donc quelqu'un de l'Alaska qui parlerait à quelqu'un du Labrador, possiblement qui aurait de la difficulté à communiquer. Donc, il y a les différentes langues Inupiaq ou Inuvialukunt ou Inuktitut, c'est tous des langues inuites. Et de façon générale, quand on parle de langue inuit, on réfère souvent au Inuktitut. On voit aussi l'écriture en haut de Inuktitut, entre autres, qui est des caractères, qui n'est pas les caractères romains qu'on connaît, qu'on utilise nous. Donc, on s'entend qu'avant l'arrivée des Européens, c'était une langue orale seulement. Il n'y avait aucune écriture de leur langue. C'était la mémoire et la tradition étaient que orale. Et à l'arrivée des Européens, il y a un langage écrit qui s'est développé. Donc, il y a plusieurs langues inuites qui peuvent communiquer via les dialectes de façon plus ou moins facile. Plus les régions sont éloignées, plus c'est difficile qu'ils communiquent entre eux. Aujourd'hui, bien sûr, la langue secondaire, c'est l'anglais, hein, qui est largement utilisé dans l'Arctique canadien. Même au Québec, le Nunavut, l'anglais, c'est la langue très utilisée plus que le français sur le territoire. Merci beaucoup, Simon. On a reçu une autre question qui portait sur la faune. On a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Étant donné qu'on est assez tard en saison, parce que le voyage se déroule au mois de septembre, est-ce qu'on a vraiment des chances de voir des oiseaux? De voir des oiseaux, oui, mais pas nicheurs. Alors bon, oui, non, pas nicheurs. C'est-à-dire que traditionnellement, quand il y a une petite colonie d'oiseaux, voire une moyenne, les oiseaux partent et point à la ligne. Ensuite, ils vont en haute mer. Mais là, il y a deux éléments qui ont fait dire mes amis Simon et Alain le fait qu'on verra des oiseaux. Ce sont deux choses. D'une part, quand les colonies sont très grandes, il y a des oiseaux qui restent attachés à la colonie, tout simplement parce que, parfois, c'est un lieu de repos. Bon, voilà. Et d'autre part, les mers des alentours. Les oiseaux, d'une certaine manière, ils n'en ont que faire de la terre ferme, si ce n'est pour se reproduire, et éventuellement pour se reposer. Mais ils sont sur les mers. Et les mers, ce sont des mers très riches. Donc oui, des oiseaux, on en verra, mais on ne verra pas de grandes colonies d'oiseaux nicheuses. Ça, c'est clair.
Ce qu'on pourra voir en particulier, c'est les oiseaux hivernants du sud de la planète qui remontent, donc des espèces de puffins en particulier qui remontent entre autres de l'archipel Tristan d'Acunha et qui viennent passer l'hiver sur les bandes terre-neuves pour se nourrir. Et en automne, c'est une période très riche pour ça aussi. J'ai envie de dire, Alain, et puis tu me contrediras si ce n'est pas le cas, c'est que pour l'amateur de photos, c'est pas du tout la meilleure période, mais pour l'ornithologue, c'est une période géniale, parce qu'on voit un maximum d'oiseaux, une grande diversité d'oiseaux. Voilà. Bon, je pense que je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord, oui, tout à fait. Mais bon, il y a des beaux paysages, pour la photo, il n'y a pas que les oiseaux, il y a des paysages. Et puis il y a les baleines aussi. En principe, on doit voir un certain nombre de baleines sur le trajet. Donc ça, au niveau photo, ça peut être tout à fait spectaculaire, puisqu'il y a les fameuses baleines à bosse et la célébrissime HWC 2308, qui est la baleine la plus connue de tout l'Atlantique nord-ouest, que j'ai eu la chance de prendre en photo pour la deuxième fois le 17 septembre 1983 et qui a été revue une dizaine de fois depuis, jusque sur la côte ouest du Groenland. Voilà, on aura peut-être la chance de la recroiser, cette célébrité mondiale. Je vous le souhaite en tout cas. On a une autre question qui était, alors c'est de manière un peu plus générale, c'est des questions qui nous reviennent souvent. Est-ce qu'il est possible de voir des aurores boréales dans ces latitudes à cette époque de l'année? Simon, on en a parlé. Oui, pour les aurores boréales, effectivement, là, c'est propice du fait qu'il y a une nuit, donc le soleil se couche et donc il fait sombre. Plus qu'on est au nord, plus qu'on a des chances d'aurore boréale, mais plus qu'on est au sud, plus que la nuit. Non, c'est inversé. Là, la nuit polaire s'en vient. Donc, plus qu'on est au nord, bien sûr, plus qu'on a de chances d'avoir des aurores boréales du fait que les ondes qui arrivent du soleil pénètrent d'un angle différent vers les pôles qu'à l'équateur. Ce qui nous donne les couleurs magnifiques. Après, on pourra regarder quelques semaines avant, c'est quoi les météos solaires, s'il y a beaucoup de réactions solaires. En passant, on vient de passer une belle période, nous, au Québec, là. La semaine dernière, il y avait un pic d'événements boréal. Je n'ai pas eu chance d'en observer, mais même dans la région de Montréal, c'était possible d'en observer. Donc, je vous confirme que oui, il y a des possibilités d'avoir des aurores boréales. On est dans une année extrêmement active en termes d'activité solaire et d'aurore boréale. Donc, globalement, on est très bien parti. Et puis, en revanche, effectivement, là, on aura le plus de chance, c'est entre Iqaluit et puis le milieu du Labrador. Vers le sud, la nuit sera plus longue, mais les aurores sont moins nombreuses. C'est dans la première moitié du voyage qu'on risque surtout de voir des aurores boréales. Merci beaucoup pour vos réponses. Et j'ai une dernière petite question qui porte plutôt sur la glace. On a vu sur les photos et sur les explications qu'on a eues, pas forcément, c'est pas la glace qu'on voit le plus, même si on peut voir des icebergs actuellement. Mais est-ce qu'il est possible de voir éventuellement de la banquise ou de la glace de manière générale? Hélas, non. Il n'y aura pas de banquise. Il y aura des icebergs. Alors, si vous voulez, c'est pas comme le voyage précédent. Le voyage précédent, quand on va dans le nord du Nunavut, au milieu du Nunavut, on passe notamment par Ilulissat, qui est la capitale mondiale des icebergs. Ça ne veut pas dire que c'est là qu'il y en a automatiquement le plus, mais il y en a beaucoup. Donc, et on voit la calotte, etc., etc. Là, il y a deux choses. D'une part, il y a des glaciers qui donnent sur la terre de Baffin, au Nunavut, il y a des glaciers qui donnent des petits icebergs. Et puis d'autre part, surtout, c'est l'allée des icebergs, c'est-à-dire qu'ils sont vêlés, il y a environ 40 000 icebergs qui sont vêlés par des glaciers de la côte ouest du Groenland, qui sont pris en charge par le reste du courant du Gulf Stream, le courant tempéré, qui est, comme dit dans la baie
Baffin retrouve le courant froid de Baffin qui deviendra du Labrador et qui ramène les icebergs vers le sud. À Terre-Neuve, et on aura largement l'occasion de parler, je suis certain que plusieurs d'entre vous ramèneront du whisky fait avec de l'eau d'iceberg ou ramèneront une bouteille d'eau où c'est marqué en grand iceberg dessus. Hein. À Terre-Neuve, on a l'habitude d'attraper les icebergs. Enfin, ils ne sont pas en train de partir à toute allure, hein, mais enfin de les prendre. C'est d'ailleurs pas sans risque de les prendre et puis de prendre l'eau et puis de commercialiser, je dirais, ces icebergs. On le fait à Terre-Neuve, on le fait ailleurs aussi. Et donc, des icebergs, on en verra, mais attention, nous ne serons pas dans des grands champs d'icebergs comme sur l'est du Groenland. Nous n'aurons pas de champs de braches comme au Spitzberg, avec beaucoup de bourguignons, etc. Et on n'aura pas de banquise. C'est un voyage, encore une fois, je vous l'ai dit, et Alain vous l'a dit mieux que moi, Saint-Pierre-et-Miquelon est à la latitude de la Bourgogne, et puis nous allons partir à la latitude de je ne sais pas moi, de Bedeux, enfin du milieu de la Norvège, vous voyez. Hein, donc, non, c'est pas l'endroit, c'est pas l'OH qu'il faut choisir pour avoir de la banquise. On n'en verra pas du tout. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai plus beaucoup de questions. J'avais une petite question sur le couple photographe. Un couple photographe, je vais répondre directement par message. Donc, j'ai plus de questions sur le. Alors, est-ce qu'il y a une petite question sur l'itinéraire en avion à partir de Paris? Donc, question pratique. C'est un itinéraire, on part de Paris, on arrive à Iqaluit avec. Alors, soit on change d'avion en Islande, soit on prend le même avion, mais on va direct Paris, Iqaluit, façon de Paris. Mais bon, il y a environ 6h30 de vol, ce qui fait qu'il y a automatiquement une escale technique, automatiquement. Merci beaucoup. Du coup, j'ai plus de questions. Donc, petit à petit, je vais clôturer le webinaire. Alors, il y aura a priori pas de photographe, parce que j'ai plusieurs fois la question sur un photographe à bord de ce voyage. Il n'y aura pas de photographe. Donc, je pense que vous parliez éventuellement de David et Stéphanie Allemand, ou éventuellement de Méris, qu'on a plusieurs photographes qui collaborent avec nous. Cela dit, vous aurez des guides à bord qui sont aussi d'excellents photographes et qui pourront partager avec vous. Qui pourront partager avec vous leurs connaissances et puis leurs habitudes photographiques sans difficulté. Vous aurez notamment Xavier Allard, qui est un excellent photographe, hein, même Jean-Robert Coupé aussi, Alain Desbrosses aussi, qui pourra vous partager un petit peu. Donc, on a toujours du monde à bord quand même qui utilise l'appareil photo et qui pourra vous conseiller sur l'aspect photographique. Sur les questions techniques liées au vol, parce que j'ai une question sur les vols retour. Si vous êtes inscrit au voyage, vous recevrez bien sûr toutes les informations et le plan de vol exact de vos vols, aller et retour. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter directement au bureau, à notre réservation. Nos équipes sont là pour répondre un maximum à ces questions techniques. Donc voilà. Sachez aussi que cette année, nous avons encore un peu de place sur ce voyage de 2023. C'est un voyage qui n'est pas reproduit à l'identique en 2024. Sur 2024, on part au Grand Nord canadien, mais à bord du Nanook, donc notre yacht de 12 places. Donc voilà, on n'a pas de voyage, le même voyage. Donc je vous conseille vivement, si ça vous a donné envie de nous écouter ce soir, d'écouter nos intervenants ce soir, de vous inscrire encore. On a encore de la place, donc nous contacter, appeler nos équipes ou un petit email. N'hésitez pas. Et puis, je tenais aussi à nous excuser un petit peu pour les quelques difficultés techniques et de connexion qu'on a pu avoir sur la qualité du son. On essaie de s'améliorer à chaque fois. Parfois, ça peut arriver qu'on ait des petits couacs techniques, mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez pu tout de même profiter, rêver un petit peu aussi, comprendre un petit peu mieux ces régions qui sont tout à fait passionnantes et qui sont des régions comme le Groenland, l'ouest du Groenland, le Grand Nord canadien, des régions qu'on va développer au fur et à mesure des années, des régions qui nous passionnent tout autant. Je laisse peut-être le dernier mot, le mot de la fin à Christian, avant de clôturer ce nouveau webinaire. Écoutez, pour moi,
Merci Mathieu. Mais pour moi, il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, comme je l'ai dit, avec beaucoup de sincérité, on va vraiment voir des choses très, très différentes. Hein. La deuxième, c'est que pour moi, ce sera aussi un plaisir de revoir mes amis d'expédition, c'est-à-dire Alain, Simon et vous savez, on a beau donner des connaissances, mais quand une équipe se retrouve, c'est assez extraordinaire et on fera équipe avec vous pour aller ensemble découvrir ces lieux, que ce soit en Zodiac ou à pied de temps en temps, vers des lieux historiques. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que, enfin, ça peut paraître commercial et je vous prie de m'en excuser ce que je dis, c'est que, Simon l'a dit, il n'y a pas beaucoup de tourisme dans ces lieux. Pour deux raisons. Très peu de gens ont des guides ou connaissent comme nous ces lieux. Et l'autre raison, c'est que la plupart des bateaux, une fois terminé leur saison dans le Grand Nord, se précipitent vers l'Antarctique, ce qui n'est pas notre cas. Le mois de septembre, on aurait pu avoir des questions sur la météo. Et j'aurais répondu en disant deux choses. En disant d'un côté, mais septembre, je ne sais pas quel temps il fera en septembre, de même que je ne sais pas le temps qu'il fera en France en septembre. Mais globalement, c'est le jeu entre d'un côté l'automne qui arrive, mais c'est pas le mois d'octobre, c'est pas le mauvais mois. Et puis d'un autre côté, le fameux été indien, c'est lié à l'anticyclone qui se trouve sur le nord du Canada, enfin sur le centre du Canada et qui se déporte légèrement sur l'est, créant évidemment au Québec les couleurs, hein, mais d'un autre côté, créant également ces périodes de beau temps dont a parlé Alain. Donc, je ne sais pas exactement la météo qu'il fera. Un jour il fera bon, un jour il fera mauvais. On n'a qu'à se dire ça. Mais une chose est sûre, c'est que on aura des possibilités d'aurore boréale, oui, c'est vrai au nord, et qu'on aura aussi au travers des couleurs, des paysages. Vous l'avez vu par la photo, par exemple, des monts du Tongat, des moments vraiment extraordinaires qu'on vivra ensemble, à voir ces paysages, ces cultures. Moi, si j'avais un mot de la fin à donner, c'est non, on ne va pas aller dans le pays des glaces. On ne va pas aller dans le Grand Nord. On va aller au cœur de la civilisation des Inuits, des grandes pêches, des baleiniers et du Canada du Nord. C'est un voyage qui est très différent et vu que c'est un voyage un peu de bout du monde, on ne le propose qu'une fois tous les 3 ou 4 ans. Et cela d'autant plus qu'à partir de l'année prochaine, ou plus exactement l'année prochaine, parce qu'on reviendra vers l'ouest du Groenland et vers le Canada, c'est évident. Mais l'année prochaine, nous allons positionner, comme on dit, l'Ocean Nova sur l'est du Groenland, avec 5 voyages sur l'est du Groenland. Nous allons vraiment, alors que cette année, on n'en a pratiquement aucun. On a un voyage qui effleure le Groenland de l'Est, mais c'est tout. Et nous sommes vraiment dans la baie de Baffin. Alors j'ai envie de dire, comme dit, profitez-en. Hein, si vous voulez vous intéresser à ce lieu, venez avec nous dans ce petit bateau qui est l'Ocean Nova, 75 personnes, c'est l'idéal. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre présence avec nous ce soir. Il y a d'autres webinaires qui vont arriver, d'autres webconférences qui vont arriver sur le Spitzberg à nouveau, sur le Groenland aussi. On va revenir un peu sur ces destinations-là et puis sur d'autres destinations au fur et à mesure. Comme j'ai dit tout à l'heure, il reste encore un petit peu de place sur ce voyage. N'hésitez pas à nous contacter, ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée à Simon, parce que je pense qu'il est beaucoup plus tôt au Canada que chez nous. Et puis, à très bientôt pour de nouveaux événements ou à bord de l'un de nos bateaux ou à bord de l'un de nos voyages. Excellente soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.